tous les présidents des États-Unis savent que la Maison-Blanche n'est pas qu'une simple maison, mais qu'elle renferme des secrets qui remontent loin dans le temps. Mais personne ne se doutait peut-être de la profondeur de ses racines. Lorsque moi, Donald Trump, j'ai entendu parler pour la première fois des bunkers souterrains situés sous la Maison-Blanche, j'ai considéré qu'ils faisaient partie de l'architecture standard. Chambres fortifiées, zones sécurisées en cas d'urgence, réserves stratégiques de nourriture et d'eau. Mais je n'aurais jamais imaginé qu'un jour, j'y trouverais quelque chose qui me ferait repenser non seulement l'histoire de ce pays, mais aussi la nature même de notre réalité. Tout a commencé par une rénovation. L'un des couloirs de la partie souterraine du bâtiment avait besoin d'être rénové et les ouvriers ont commencé à démonter les vieux panneaux. Sous l'un des murs, ils sont tombés sur une étrange trappe hermétiquement fermée, manifestement plus ancienne que la structure environnante. La trappe était faite d'un métal épais et sur sa surface on pouvait discerner des symboles à peine visibles, gravés avec une précision inhabituelle. Les symboles ne semblaient-ils pas familiers, comme s'ils venaient d'une autre époque, voire d'un autre monde. Mon chef de la sécurité a signalé la découverte et je suis immédiatement descendu pour l'examiner moi-même. Mon intuition m'a dit qu'il ne s'agissait pas d'une partie oubliée du vieux bunker. Il n'y avait pas de serrure sur la trappe, juste une plaque métallique ronde avec un petit renfoncement. Mon intuition m'a dit d'appuyer sur la plaque et avec un bruit métallique fort, la trappe s'est ouverte. Derrière la trappe se trouvait un couloir étroit et sombre qui menait à un endroit profond. Les murs étaient recouverts d'une couche de poussière, mais ils avaient un éclat étrange, comme si la poussière ne parvenait pas à cacher complètement leur lueur. Il y avait une odeur dans l'air qui ressemblait à un mélange de métal et de quelque chose d'organique, peut-être de la moisissure. Je pris la torche et m'avançai. Le couloir était long, les murs s'élargissaient à chaque pas, jusqu'à ce que j'arrive dans une grande pièce. Pendant un instant, j'ai cru me trouver dans un autre monde. Le plafond scintillait de gouttes de cristal qui reflétaient la lumière de la torche, et sur le sol se trouvaient des miroirs, soigneusement disposés en forme de demi-cercle. Le miroir central, le plus grand, était posé sur un piédestal encadré de motifs dorés. Au milieu de tous ces détails, je remarquai une petite table sur laquelle étaient étalés des papiers, sur lesquels on pouvait voir des diagrammes, des notes et des dessins étranges. Sur l'un des diagrammes, j'ai reconnu le plan de la Maison-Blanche, mais il montrait quelque chose qui ne figurait pas sur les plans habituels. Une pièce étiquetée « Projet Réflexion ». Sur un autre papier, plus ancien, j'ai vu une signature « John F. Kennedy ». À côté, il y avait une sorte de symbole ressemblant à une double spirale, entourée d'anneaux. Quelque chose dans ce signe m'a donné un sentiment étrange, un mélange de curiosité et de peur. Alors que j'examinais les notes, un mouvement s'est produit à la périphérie de ma vision. J'ai tourné la tête, mais je n'ai rien vu. Sur le moment, j'ai pensé qu'il s'agissait d'un simple jeu de lumière. Mais quelques 2 minutes plus tard, j'ai de nouveau eu l'impression que quelqu'un m'observait. En essayant de rester calme, j'ai continué à étudier les papiers. Parmi les notes de Kennedy, il y avait des mots qui ne pouvaient pas être expliqués rationnellement. Portail, traité, visiteur, prix. Dans l'une des notes, il écrit que des miroirs ont été créés pour communiquer avec l'autre côté, mais que cette communication nécessite des sacrifices. Il mentionnait également que les expériences n'aboutissaient pas seulement à un transfert de connaissances, mais à quelque chose de plus sombre, quelque chose que Kennedy appelait le prix de la découverte. J'ai reposé les papiers et me suis approché du miroir central. Il semblait palpiter, comme si un liquide s'écoulait à l'intérieur. Alors que je m'approchais, la surface du miroir s'est soudainement mise à trembler
et un murmure bas, à peine audible, s'est élevé de l'intérieur. Le murmure provenant du miroir est devenu de plus en plus distinct, comme si quelqu'un essayait de franchir la fine paroi qui sépare les deux mondes. Au début, j'ai cru qu'il s'agissait de mon imagination, causée par la pression et la tension nerveuse. Mais les sons sont devenus de plus en plus forts, leur intonation inhumaine, basse et grondante, comme si l'orateur se trouvait dans une immense pièce vide. J'ai instinctivement reculé d'un pas, mais le chuchotement ne s'est pas arrêté. Son rythme et son intonation ressemblaient à une langue ancienne que personne en vie aujourd'hui ne pourrait comprendre. Les sons épais et intraduisibles des vibrations m'enveloppaient comme un brouillard invisible. Je me suis soudain rendu compte que je me trouvais devant quelque chose qui ne pouvait être ni expliqué, ni mesuré. C'était plus qu'un simple reflet dans un miroir. C'était une fenêtre sur une autre réalité. J'ai alors reporté mon attention sur les papiers de Kennedy. Parmi les nombreuses moissonnottes éparses, il y avait une lettre dans laquelle il décrivait comment ce miroir n'était pas une simple technologie, mais un cadeau laissé par des êtres qu'il appelait enseignants. La lettre indiquait que ces êtres étaient fait arriver sur Terre bien avant les premières civilisations, laissant derrière eux des artefacts pour ceux qui seraient vraiment prêts à les utiliser. Mais ce cadeau a un prix. Dans un paragraphe, Kennedy écrit que l'interaction avec les miroirs nécessite une énergie considérable, et cette énergie, ce sont des vies humaines. Il n'est donc pas surprenant que les expériences impliquant ce dispositif aient été cachées dans les profondeurs de la Terre, loin des yeux du public. J'ai alors senti le froid grandir dans la pièce, l'air s'est devenu lourd et glacial, et les chuchotements ont commencé à rassembler les mots en un seul message, presque significatif. Enter. Découvrez. Le cycle continue. La voix était étrangère, mais elle avait quelque chose d'attirant, comme si elle connaissait mes désirs et mes peurs les plus profonds. J'ai instinctivement tendu la main pour toucher la surface du miroir, mais avant que mes doigts ne touchent le verre, le miroir s'est mis à trembler et j'ai remarqué que des images commençaient à apparaître à l'intérieur. Au début, il s'agissait de silhouettes floues, comme si je regardais à travers une eau épaisse. Puis, l'image est devenue plus claire. J'ai vu Kennedy debout devant le même miroir. Son visage était concentré et son regard était plein de terreur et de détermination. Il disait quelque chose, mais je n'arrivais pas à déchiffrer les mots. Soudain, une silhouette qui n'avait pas l'air humaine est apparue derrière lui. La créature était grande et courbée, avec des membres démesurément longs et des yeux luisants. Elle ne bougeait pas, mais son regard me transperçait littéralement, même à travers le miroir. L'image a encore changé et j'ai vu quelque chose de plus. Une ville comme New York, enveloppée d'une épaisse obscurité, où le ciel était rempli de silhouettes géantes, rappelant celles que j'avais vues dans le dos de Kennedy. Leurs mouvements étaient lents, mais chacune de leurs ombres consumait tout sur son passage. Mon cœur battait plus fort. Je reculais devant le miroir, manquant de perdre l'équilibre. Une idée me traversa l'esprit. C'était un avertissement. Kennedy était au courant, et peut-être essayait-il d'arrêter quelque chose de trop grand pour une seule personne. Mais pourquoi ce miroir était-il resté ici? Pourquoi personne ne l'a détruit? La réponse est évidente. Le miroir est la clé. Il ouvre la porte à quelque chose que les gens ne sont pas censés voir. J'ai pris l'un des papiers, sur lequel étaient griffonnés des symboles qui ressemblaient au dessin de la trappe. Sous ces symboles, Kennedy avait laissé une note. Le marché est conclu. Les délais sont limités. Le cycle ne peut être rompu. J'ai soudain réalisé qu'il ne s'agissait pas seulement d'une technologie secrète ou d'un artefact historique. Il s'agissait d'une arme, non pas de guerre, mais de contrôle. Et Kennedy a peut-être payé de sa vie l'utilisation de cette arme. La prise de conscience que j'étais confronté à quelque chose qui dépassait l'entendement humain
m'a figé sur place. J'ai essayé de rassembler les bribes d'informations. Le miroir, les figures mystiques aperçues à travers sa surface et l'avertissement de Kennedy concernant un accord qui ne pouvait être rompu. Tout cela formait un tableau plein d'horreur et d'inévitabilité. Il semblait que le miroir n'était pas seulement un portail, mais une sorte de contrat liant notre monde à quelque chose d'ancien et de sinistre. Je me tournai à nouveau vers le miroir, sentant l'air autour de moi s'alourdir. Les chuchotements n'étaient plus des sons aléatoires. C'étaient des mots que je pouvais distinguer. Il a conclu un marché. Tu fais partie de son accomplissement. Ces mots dits résonnaient dans mon esprit, comme si j'étais moi-même entraîné dans ce jeu qui avait commencé il y a des décennies. Sur la table, à côté du miroir, j'ai remarqué un autre parchemin couvert de symboles étranges, qui, à première vue, n'avaient aucun sens. Mais au centre du rouleau, il y avait une inscription en latin. Pretium aeternitatis, le prix de l'éternité. Soudain, j'ai compris que le miroir n'était pas seulement un portail, mais un piège. Un piège conçu pour ceux qui ont l'audace de regarder au-delà du bord. J'ai repris mentalement les notes de Kennedy. Ces notes étaient pleines de tentatives, désespérées pour trouver un équilibre entre ce qu'il appelait une opportunité pour l'humanité et ce qu'il comprenait comme une menace irréversible. Il écrit que les êtres derrière le miroir lui offrent une technologie qui pourrait changer le monde. Mais le prix à payer, il l'a compris plus tard, était terrible. Chaque pas en avant nous rapproche du moment où ils viendront nous chercher. Un éclair de lumière m'a sorti de mes réflexions. Le miroir brillait plus fort qu'avant, et des images encore plus claires commençaient à émerger de l'intérieur. Cette fois, j'ai vu des scènes qui ne pouvaient pas être confondues avec de la fantaisie. Je vis Kennedy debout dans le bureau ovale, entouré de personnes que je ne reconnaissais pas. Ils discutaient de quelque chose, mais leurs voix semblaient déformées, comme si elles étaient transmises d'une autre époque. La créature que j'avais vue plus tôt, Eliade, réapparut. Elle se tenait maintenant juste devant Kennedy. Elle s'est penchée vers lui, et j'ai senti qu'une sorte de pacte était en train de se nouer entre eux. Mais pas un pacte scellé par des mots, mais quelque chose de beaucoup plus profond et sinistre. Les chuchotements dans la pièce s'intensifièrent à nouveau, se transformant en un bourdonnement rythmique. Des ombres commencèrent à apparaître sur les murs, se déplaçant malgré l'absence de lumière. Elles tournaient autour de moi, se rapprochant à chaque mouvement. Je sentais le froid pénétrer mes os, comme si l'air lui-même était devenu toxique. À ce moment-là, j'ai compris que je ne pouvais pas rester là à regarder. Je devais découvrir la vérité avant la fin. Si Kennedy avait effectivement passé un accord avec ces créatures, je pourrais peut-être trouver un moyen de le rompre. Mais le prix à payer était peut-être trop élevé. Je me suis replongé dans les documents, essayant de trouver quelque chose qui pourrait expliquer comment il avait interagi avec le miroir. L'une des notes disait « Seuls ceux qui regardent à l'intérieur peuvent voir la lumière et l'obscurité en même temps. Mais le paiement est toujours le même, l'âme. » Ces mots sonnaient comme un avertissement, mais aussi comme une invitation. Le miroir s'est remis à vibrer et j'ai compris que le temps m'était compté. J'avais un choix à faire. Partir et laisser ce cauchemar derrière moi, ou tout risquer pour une réponse qui pourrait changer le monde. Je me tenais devant le miroir, sentant l'air autour de moi devenir lourd, comme si le temps s'était figé et que l'espace lui-même avait commencé à se déformer. La surface du miroir ne reflétait plus mon visage, mais les profondeurs du reflet révélaient en quelque chose qui ne pouvait être décrit avec des mots. Un vaste espace où les ombres et la lumière s'entremêlaient comme s'il existait à la limite de la réalité et de quelque chose d'inaccessible. J'ai touché la surface et le verre froid a disparu, se transformant en une substance visqueuse qui m'a immédiatement englouti. Je me suis senti entraîné à l'intérieur, projeté dans un monde où il n'y avait ni frontières,
ni temps. Des personnages sont apparus devant moi, leurs silhouettes étaient d'au fait de lignes lumineuses, chacune ressemblant à des symboles anciens, comme si l'histoire même du monde était imprimée sur leur corps. Ces êtres n'avaient pas besoin de mots, mais leur présence était si écrasante que je pouvais sentir leurs pensées comme si elles remplissaient bel et mon esprit. Soudain, des images ont commencé à surgir devant mes yeux. Des scènes du passé, du présent et du futur se sont succédées à une telle vitesse que j'ai à peine eu le temps de m'en rendre compte. J'ai vu Kennedy signer des documents, son visage exprimant à la fois la peur et la détermination. J'ai vu des appareils technologiques qui n'auraient pas pu être créés à son époque, leur puissance étant si grande qu'ils semblaient sortis de la science-fiction. J'ai vu un avenir où les gens vénéraient dans des êtres inconnus, les acceptant comme leurs sauveurs et leurs dieux. Chaque vision devenait de plus en plus menaçante. Les villes du futur, aux gratte-ciel étincelants, étaient remplacées par des scènes de destruction, où les ténèbres dévoraient tout ce qui vivait, et où des voix remplies de désespoir s'élevèrent de partout. Je me suis rendu compte que Kennedy n'avait pas seulement fait un pas en avant dans la science, mais qu'il avait ouvert une porte qui n'aurait jamais dû être ouverte. Son accord avec ces créatures n'était pas une erreur, c'était un choix désespéré, fait dans l'espoir de sauver l'humanité. Mais le prix à payer s'est avéré trop élevé. Les ténèbres m'enveloppèrent à nouveau, et je me sentis ramené en arrière. En ouvrant les yeux, je me retrouvais dans un bunker, mais l'espace autour de moi avait changé. Le miroir, qui était lisse et statique, semblait à présent animé d'une vie propre. Sa surface pulsait, émettant une faible lumière, et les ombres qui l'entouraient commençaient à bouger, formant des silhouettes inquiétantes. J'ai compris que ce portail, activé par Kennedy, ne s'était jamais complètement refermé. Il avait laissé une faille par laquelle les créatures pénétraient dans notre monde, lentement, imperceptiblement, mais inexorablement. Le marché était conclu, et ses effets ne pouvaient plus être stoppés. Le monde avait changé au moment où il avait accepté leurs conditions. Dehors, c'était le matin, mais la lumière du soleil qui perçait les nuages semblait morne et froide. Chaque rayon tombant sur le sol semble faible, comme si le soleil lui-même avait perdu sa puissance. Les ombres autour de la Maison Blanche se déplaçaient avec une fluidité peu naturelle, et à l'horizon, j'ai remarqué de fines lignes divergeant du sol vers le ciel, comme des fissures dans la réalité. J'ai couru à l'extérieur, pris par une seule pensée, dire la vérité tant qu'il en était encore temps. L'accord de Kennedy avait fragilisé notre réalité, et les êtres de l'autre côté avaient déjà commencé à passer dans notre monde. Leur but n'était pas clair, mais je savais que cela n'augurait rien de bon. Chaque pas que je faisais me semblait être un pas vers le bord de l'abîme. En le racontant, je savais que ma vie ne serait plus jamais la même, mais le cacher, c'était devenir complice, leur permettre d'achever ce qu'ils avaient commencé. J'ai fait un pas devant la caméra, sachant que mes mots seraient le pont qui brûlerait tout derrière moi. Des millions d'yeux fixaient sur l'écran, et les cœurs des téléspectateurs se figeaient dans l'attente. Je tenais dans mes mains les documents, les artefacts et les enregistrements qui avaient été découverts dans le bunker secret de la Maison Blanche. Tout ce que j'avais appris, tout ce que j'avais vu dans ce miroir inquiétant devait être rendu public, malgré la peur et les menaces. Je vais révéler une vérité qui a été cachée pendant des décennies, ai-je commencé. Le président John F. Kennedy a découvert quelque chose qui a changé le cours de l'histoire, mais pas de la manière dont il l'entendait. Il a passé un accord avec ce que l'on peut appeler des êtres d'une autre dimension. Ces êtres promettaient des avancées technologiques, la guérison de maladies et la protection du monde contre les conflits. Mais en échange, ils ont exigé quelque chose qui dépasse notre entendement. Mes paroles ont fait l'effet d'un coup de tonnerre,
pénétrant dans toutes les pièces où les gens regardaient l'émission. J'ai parlé du miroir, du portail qui avait été activé et des êtres qui commençaient déjà à imprégner notre réalité. J'ai décrit le mouvement des ombres dans le bunker, l'obscurité qui se répandait à la Maison-Blanche et la densité de l'atmosphère, comme si le monde entier était sur le point de s'effondrer. Cet accord n'était pas un salut, c'était un pas vers la destruction. Le président Kennedy voulait un avenir meilleur pour nous tous, mais il ne pouvait pas prévoir comment cela se passerait. Ces créatures ne sont pas nos alliés. Ce sont des observateurs, des prédateurs, qui attendent que nous nous affaiblissions suffisamment pour s'en prendre à nous. J'ai parlé de la façon dont le miroir continuait à fonctionner, des ombres qui entraient dans le monde par les fissures de la réalité. La pièce où se trouvait le miroir n'était plus silencieuse. J'entendais des voix, des chuchotements dans des langues que nous ne comprenions pas, et le son me hantait toujours. Pendant une seconde, je me suis figé. L'écran a commencé à vaciller et les lumières du studio devenaient de plus en plus faibles. J'ai regardé les caméras et j'ai compris qu'ils étaient là, qu'ils se rapprochaient. Un homme de l'équipe technique a crié lorsque son reflet dans le panneau de verre a soudainement tourné la tête dans l'autre sens. C'était le signe que le temps était compté. « Vous devez être prêts », ai-je dit en regardant directement l'objectif et en essayant de contenir les tremblements de ma voix. Ils sont déjà là, mais ce n'est pas fini. Nous avons une chance de fermer le portail, de détruire ce maudit artefact, mais cela nécessitera des sacrifices. L'écran s'est éteint et j'ai réalisé que l'éther avait été coupé. À ce moment-là, la porte du studio s'est ouverte avec fracas et j'ai senti un vent froid qui semblait venir d'une autre réalité. Des ombres ont commencé à s'épaissir autour de moi, déformant tout ce qui était visible. J'ai couru, réalisant instinctivement que mon voyage de retour serait le dernier. Lorsque j'ai atteint la Maison-Blanche pour détruire le miroir, j'ai vu que les ombres avaient déjà envahi la moitié de la pièce. Le miroir n'était plus un miroir. Sa surface palpitait comme un organisme vivant, attendant sa proie. J'ai saisi une lourde barre de fer et je l'ai frappée, espérant qu'elle détruirait le portail maudit. Le verre s'est brisé en milliers d'éclats dans un bruit sourd, mais au lieu d'être libéré, j'ai senti les ténèbres me recouvrir, pénétrant chaque cellule de mon corps. Aujourd'hui, j'écris ces lignes à la hâte, sachant que j'ai peu de temps. Ils viendront pour moi comme ils sont venus pour Kennedy. Mais la vérité a déjà été révélée et j'espère que certains d'entre vous poursuivront ce combat. Le monde doit savoir que nous ne sommes pas seuls et le prix à payer pour cette vérité a été trop élevé. Si vous lisez ceci, sachez que les ombres nous observent, mais que le combat ne fait que commencer.